Monsieur Serge Kadima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président national de la Ligue des jeunes du PPRD. Est-ce qu'on peut connaître en quelques lignes votre parcours politique? Merci pour cette opportunité. Vous me donnez l'opportunité de m'exprimer au profit de milliers de téléspectateurs de Numérica, disséminés à travers le monde. En fait, j'ai commencé la politique en 2003. J'ai évolué sous la, je peux dire, sous la férule de plusieurs acteurs politiques. Donc, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, je suis encadré par ces classiques de la majorité présidentielle. Ils sont nombreux et que je ne saurais pas citer ici. Et votre entrée vraiment en politique, entrée effective, c'est date de quand? Bon, ce qui est vrai, c'est que j'étais encore étudiant. J'ai vu un jeune président de la République en train de prêter serment, qui avait promis des choses. 3 choses que j'avais retenues à l'époque en 2001. Il avait promis la réunification du pays, l'organisation des élections et la relance des activités économiques. Quelques temps après, c'est-à-dire 4 ans après, j'ai vu que tout ce qu'il avait promis est en train d'être réalisé. C'est-à-dire, en 2005, nous sommes allés au référendum, nous avons une constitution qui avait été votée par référendum. Il venait en fait d'obtenir l'adhésion de toutes les filles et fils du pays qui étaient dans plusieurs parties de la République, avec le RCD à l'est de la République, M. Jean-Pierre Bemba à l'ouest. Il a, grâce à son esprit d'ouverture, ce qu'il avait promis, à Sun City, nous avons obtenu un accord. Ils sont rentrés et avec les référendums, il y avait des signaux clairs qu'on allait aux élections. C'est à ces moments-là que j'ai commencé à croire à la politique. Je me suis dit, il y a 2 jeunes, il y a un jeune qui est capable de faire des choses. Et nous sommes arrivés aux élections de 2006. C'est à ces moments-là que j'entre réellement en politique pour apporter aussi ma touche. Quel est votre modèle, à part le président Kabila? En tout cas, je n'en ai pas. J'ai celui-là. Et figurez-vous, j'étais jeune étudiant, j'avais déjà plus de 18 ans, un jeune de 29 ans qui prenait le pouvoir avec courage. Et beaucoup de gens ne lui donnaient même pas 3 mois. Mais il a fait plus de 3 mois, 6 mois. Et quand vous preniez cette décision, c'était pour arriver jusqu'où? À la présidence un jour, pourquoi pas? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que j'ai toujours dit que le destin est plus fort que nos petits calculs. Donc, je suis entré en politique parce que je voulais accompagner ces jeunes présidents. Je me suis retrouvé en lui. Je me suis retrouvé dans son discours. Je me suis retrouvé dans sa démarche et dans ses méthodes. Le président Kabila est un homme toujours sage. Un homme qui pense au développement du pays. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, le président regrettait de n'avoir pas changé de mentalité. C'est cette astuce-là qui m'avait beaucoup séduit. Et je pense qu'ensemble avec lui, nous allons encore faire de manière à ce que nous puissions changer les mentalités. Est-ce que vous avez fait la politique du terrain, justement, pour aider ce président à changer les mentalités des Congolais? Il m'est arrivé d'aller à l'Est de la République. Oui. Juste après la guerre. Il m'est arrivé d'aller à l'Est de la République. Je suis allé sur le terrain, j'ai échangé avec des jeunes cadres. J'ai fourni des efforts avec d'autres jeunes pour transformer les Kuluna, pour qu'ils deviennent des agents ou des facteurs de développement dans ces pays. Je suis allé rencontrer les jeunes pour que nous puissions ensemble réfléchir sur comment on peut jouer un rôle pour transformer notre pays. Comment on peut contribuer au développement de notre pays. Comment on peut contribuer à l'amélioration des vies quotidiennes de la population. Comment on peut ensemble, avec les autres jeunes, comment on peut ensemble construire ces pays. Comment on peut améliorer les vies quotidiennes de la population. Je suis allé, j'ai discuté avec les jeunes dans tous les districts. Je suis allé dans les provinces, évidemment grâce à ma famille politique qui est le PPRD. J'ai discuté avec les jeunes, j'ai vu l'espoir, j'ai vu les jeunes, sinon la jeunesse, impatiente de développement, parce que les jeunes ne sont pas d'accord avec les réponses disponibles par rapport à leurs problèmes. Et je crois qu'avec le président Kabila, qui est encore jeune, même s'il a dit qu'il est sage à 46 ans, mais il est encore jeune, avec lui, nous sommes capables de faire encore beaucoup. Oui, quelle est la lecture? Vous avez parlé de l'espoir, c'est un mot qui me plaît. Quelle est votre lecture de la situation politique du moment et de l'homme politique d'aujourd'hui, du moment? Bon, je pense que par rapport à la lecture de la situation politique, il y a un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce que les acteurs politiques, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Ils n'ont pas su transformer, ils n'ont pas pu permettre à la population de vivre les potentiels fiscaux, de vivre les potentiels économiques, de vivre les potentiels forestiers, de vivre les potentiels culturels. Nous sommes un pays qui est riche, mais malheureusement l'homme politique, il sait, dans la majorité, en fait par rapport à la majorité des acteurs politiques, ils se sont inscrits plus dans les mots égoïstes. Au lieu de s'effacer
au lieu de fonctionner pour le nous inclusif, pour que l'ensemble de la population puisse vivre véritablement de bénéfices du sol et du sous-sol. Mais malheureusement, sur le plan politique, je pense quand même que je ne suis pas d'accord avec la versatilité de l'homme politique. Je suis plutôt d'accord avec la sagesse légendaire et la constance du président Joseph Kabila. Quand il promet, il réalise. Je veux voir ces acteurs politiques, mais malheureusement, je pense que l'espoir de la population est dans la jeunesse. Et je pense que la jeunesse, si aujourd'hui elle ne prend pas garde, si elle ne réalise pas qu'il faut une conscience collective, il faut que nous puissions nous démarquer, nous éloigner de cette logique des acteurs politiques égoïstes. On ne va rien faire pour notre génération ou pour les générations futures. Alors, le chemin est ouvert vers les élections que vous dites, vous allez gagner pratiquement dans tous les secteurs. Quelle est votre stratégie ? Bon, la stratégie, c'est toujours la même. Vous savez, on a organisé les élections en 2006. La stratégie, c'est que nous avons d'abord l'autorité morale qui est un fin stratège. Nous avons, contrairement à tous les autres partis politiques, à chaque fois qu'il y a élection, nous nous organisons à travers les congrès. Et maintenant, on annonce les congrès. Les congrès, c'est pour nous permettre de faire un point d'arrêt, faire l'état des lieux et voir comment affronter les élections, comment aller vers la population. Évidemment, nous allons analyser notre bilan, comme nous l'avons fait en 2011, pour aller vers la population congolaise et dire à cette population, vous nous avez fait faveur, vous nous aviez donné le vote en 2011, et cette fois-ci, voici ce que nous avons pu faire. On n'a pas pu faire ça, tout simplement parce qu'il y a eu tel paramètre qui a perturbé. Et nous, vous demandons encore cette faveur, afin que nous puissions améliorer ce qu'on n'a pas pu faire et construire autre chose, pour que nous puissions ensemble vivre les meilleurs que Dieu a donnés à ces pays. Alors, il paraît que pour ceux ou à ceux qui vont vous provoquer, vous allez faire du coup pour coup. Vous allez donner du coup pour coup. Bon, ça veut dire quoi? Nous sommes en politique. Ce sont des expressions politiques. C'est une position politique prise par le secrétaire permanent du PPRD, l'honorable Chadari. C'est justement pour dire que les gens qui ont la prétention de temps en temps de parler au nom du peuple congolais, qu'ils sachent qu'aujourd'hui le peuple congolais veut les élections. Le PPRD veut les élections. Ceux-là qui veulent perturber les procès électoraux, s'ils font du désordre, nous allons leur démontrer que nous sommes populaires et que nous avons l'adhésion populaire. Comment allez-vous leur démontrer? Non, mais parce que s'ils veulent la rue, nous allons aussi entrer dans la rue. Ah bon, à ce moment-là, il n'y aura que la police qui pourra nous départager. C'est pour dire, s'ils veulent oser créer des désordres dans ces pays, nous n'allons pas faire passer ce genre d'initiative. Parce que nous sommes là pour conserver, entre autres, les acquis du développement. Nous sommes là, entre autres, pour préserver les acquis de la démocratie. Mais vous savez bien que le parti politique a aussi pour rôle d'éduquer la masse, d'éduquer la population. Ce que nous faisons au quotidien, la preuve est qu'au niveau de la Ligue de jeunes, nous avons tout un département qui est chargé de suivre les jeunes désœuvrés. Nous avons tout un département qui est chargé de suivre la jeunesse estudiantine. Donc, nous nous préparons pour cela. C'est comme ça que nous disons. Nous avons aussi tout un département qui est chargé de la surveillance. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que l'autorité morale de la majorité présidentielle, l'autorité morale du PPRD, qui est le président de la République, il a quand même, dans une large mesure, reconstruit ces pays. Ce n'est pas nous qui allons laisser le jeune qu'on est en train d'instrumentaliser, malheureusement, par une certaine classe politique, pour détruire les acquis, les structures de nos institutions. Nous n'allons pas faire passer. Nous sommes là, nous allons donner les mots d'ordre pour que nous puissions, avant que la police intervienne, montrer à ceux-là qui n'ont pas les droits, ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi dans ces pays. Ah ben, quand vous dites, si on vous dit ça, vous dites ça aussi. Ce n'est pas... Nous sommes en politique, c'est une expression politique, c'est une façon de montrer aux autres que nous sommes capables de débarrer la route. Élection, d'accord. Alors, que pensent les jeunes de la machine à voter? Bon, les jeunes du PPRD, comme le PPRD dans son ensemble, pensent que avec ou sans la machine à voter, nous allons organiser les élections. Parce que dans ces pays, on a organisé les élections en 2006. Il n'y avait pas de machine à voter. Nous avons gagné les élections. En 2011 également, il n'y avait pas de machine à voter. C'est un prétexte pour mes compatriotes de l'opposition qui ne sont pas prêts à aller aux élections, pour vouloir retarder les élections. La machine à voter, ce sont des aspects techniques que la CENI a utilisés pour l'efficacité et l'efficience. Bon, nous pensons à notre niveau, que ce soit la machine à voter ou pas, il ne nous appartient pas à nous, PPRD, de défendre la machine à voter. Mais nous défendons plutôt le processus électoral. Processus électoral, d'accord, mais vous parlez de l'efficience. Donc vous
parler le même langage avec la CENI. Bon, nous disons que nous défendons les processus électoraux. Mais il s'est fait aujourd'hui qu'il y a une évidence. L'évidence, c'est laquelle? Lors du référendum, nous avions accepté, c'est-à-dire les peuples congolais avaient accepté que le pouvoir organisateur des élections soit la CENI. Donc, il appartient à la CENI d'utiliser des méthodes efficaces, des méthodes efficientes pour que nous allons aux élections. Alors, si la CENI estime que contrairement à 2006, 2011, cette fois-ci, il faut des machines à voter, parce que la CENI a estimé que la CENI allait gagner un peu d'argent pour affecter à autre chose, nous, ça ne nous concerne pas. C'est comme si nous nous réveillons un jour, nous disons, on ne veut pas que la CENI utilise les ordinateurs. La CENI, qu'elle n'utilise pas les groupes électrogènes. Il ne nous appartient pas à nous d'entrer dans les moindres détails. Tout ce que nous pouvons faire, c'est soutenir qu'il y ait élection au 23 décembre. Nous avons déroulé l'actualité ici, vous l'avez suivi dans notre salon. Quel est le sujet que vous auriez voulu, que vous auriez aimé commenter? Bon, le retour de la dépouille de M. Tshisekedi, peut-être? Ça m'intéresse parce que M. Tshisekedi est un patrimoine commun. Les gens oublient, ou les compatriotes ont tendance à oublier que M. Tshisekedi a été plusieurs fois Premier ministre dans ce pays. Il a assumé de charges d'État. Et de ces faits, comme les autres premiers ministres qui sont décédés, ont eu droit aux honneurs. Et nous devons le faire pour M. Félix Tshisekedi. C'est la meilleure façon d'honorer nos héros. C'est la meilleure façon d'honorer les personnes qui ont donné pour ce pays. N'oubliez pas que M. Tshisekedi a beaucoup contribué dans le processus de démocratisation de notre pays. Et de ces faits, nous pensons que nous devons l'honorer. Comment expliquez-vous que M. Félix Tshisekedi ait réussi là où les autres n'avaient pas réussi? Il n'y a pas de dessous de carte, hein? Non, je pense plutôt que c'est la prédisposition du président de la République et du gouvernement de la République. Parce que qui a attendu... le président de la République, il respecte les dignes fils de ce pays. Lorsque M. Tshisekedi est décédé, je pense que la première autorité politique à avoir fait un message de condoléances reste le président Joseph Kabila. Et il avait instruit dans ces messages au ministre de l'Intérieur de l'époque d'approcher la famille de M. Tshisekedi pour qu'on organise le funérailles digne de ses noms. Et ça a été fait. Malheureusement, il y avait des changements, des perturbations au sein de l'UDPS, que ce soit dans sa famille politique ou sa famille biologique. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Si M. Félix estime, comme tous les autres compatriotes, qui aimeraient voir M. Tshisekedi être honoré, qu'il faut qu'on le fasse maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Je ne peux que saluer cet esprit d'ouverture. Alors à un moment, il y a comme un bruit qui a circulé, qui provenait d'ailleurs de la présidence de la République, même si celui qui a jeté ce pavé-là avoue qu'il l'a fait en tant qu'homme, Jean-Pierre Kabila. On a parlé de la révision de la Constitution. Qu'est-ce que ça vous donne comme... Moi, la révision de la Constitution ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais je souhaite ici dire que nous sommes dans un pays démocratique où les gens peuvent s'exprimer librement. La preuve que vous avez dit, il dit qu'il ne s'est pas exprimé comme directeur de cabinet adjoint chef de l'État, mais plutôt comme tout autre citoyen. Je pense que c'est une idée. Nous avons entendu plus d'une fois les compatriotes qui ont la double nationalité exprimer leurs ambitions de devenir président de la République démocratique du Congo. Mais nous savons que notre constitution interdit aux personnes qui ont la double nationalité ou notre constitution ne reconnaît pas la double nationalité. Je pense que si ceux-là pensent que c'est l'occasion pour eux de réviser la constitution, moi j'ai dit non. Mais ils ont les droits, ils savent les méthodes, ils savent comment procéder pour arriver à réviser la constitution. Alors, y avait-il un autre sujet que vous auriez voulu commenter? Bon, s'il y a un sujet pour lequel j'aimerais commenter, je n'ai pas... La grève peut-être? La grève... de médecins. Il n'est pas permis de tomber malade, attention. Hein. Il n'est pas permis de tomber malade. Je pense aussi que le gouvernement de la République doit quand même revoir cela. Et les médecins doivent aussi comprendre les conjonctures économiques actuelles pour que la population ne soit pas victime. Parce qu'en tout état de cause, c'est la population qui sera victime. Merci, monsieur Serge Kadima, d'être venu vous présenter courageusement au micro de Numérica TV. Merci d'être venu et à la prochaine occasion.